Aujourd'hui, beaucoup de cardiologues nous recommandent, et je me suis même fait engueuler par plusieurs cardiologues qui m'ont dit maintenant vous avez des montres qui sont plus chères qu'avant, moi je peux plus les acheter pour les prêter à mes patients. Et donc c'est bon signe quelque part. On est proche du moment où les cardiologues vont dire finalement le Holter où je mets un appareil sur ma poitrine pour enregistrer pendant 24 heures est moins utile qu'une montre qui fait une détection d'ECG. C'est un grand monsieur de la tech que je reçois aujourd'hui dans Monde Numérique. Il a co-créé une start-up qui est devenue acteur majeur de la technologie au service de la santé. Une marque désormais connue dans le monde entier avec des produits qui sont vendus un peu partout, y compris dans les Apple Store. Ça, c'est une sorte de consécration. Ingénieur, entrepreneur, visionnaire, sans doute aussi. Bonjour Eric Carrel. Bonjour Jérôme. Vous êtes président de la société WeThings, entreprise française, je le disais, ex-start-up et pionnière dans les objets connectés au service de la santé. Alors, ces objets connectés, eh bien, ce sont des pèse-personnes, montres connectées, tensiomètres, thermomètres. On va parler de tout ça dans le détail avec vous. On va essayer de voir où ça nous emmène aussi, la tech au service de la santé. Mais comme on a un peu de temps, c'est gentil d'être venu nous voir ici dans le studio de Mon Numérique. J'aimerais que vous nous parliez un peu d'abord de vous et de votre parcours. Quel est votre parcours ? Je le disais, ingénieur et entrepreneur, mais pourtant, vous ne venez pas du tout de ce milieu-là. Oui, alors moi je suis fils d'agriculteur picard. Je n'aimais pas du tout l'agriculture, mais mes parents avaient un peu du mal à mettre les deux bouts et faire en sorte que ça fonctionne. Donc les enfants, nous participions toutes nos vacances aux travaux de la ferme. Je me souviens notamment des vacances de Pâques à biner les betteraves, qui pour moi était l'horreur absolue, l'ennui absolu. Pour moi, c'est le symbole de l'ennui. Mais pourtant, c'est tellement nécessaire. Voilà, mais c'était une époque où on ne traitait pas autant qu'aujourd'hui. Mais il y avait quelque chose qui me passionnait, qui était l'entretien des machines agricoles. Voilà, et donc j'aimais ça, j'aimais faire de la soudure à l'arc, des choses comme ça. Et puis mon père, qui n'avait pas choisi son métier, a vraiment poussé ses enfants à faire des études, donc ça c'était une chance. Et à travers ça, j'étais dans un lycée assez connu maintenant d'Amiens, parce qu'il a donné pas mal de députés, même un président de la République. Et j'ai eu la chance d'être poussé à faire des études d'ingénieur. Et donc, je me suis retrouvé en région parisienne, en prépa, et puis à l'école de physique-chimie, où là, j'ai eu une autre chance qui était de rencontrer Jacques Le Winer. Grand scientifique français. Grand scientifique français, qui était directeur scientifique de l'école de physique-chimie de Paris, et qui a été aussi mon directeur de thèse. Donc, j'ai fait une thèse dans le domaine des radiocommunications. Et là, en fait, c'est quand même beaucoup de chance mise bout à bout. Je suis retrouvé au lieu qui me passionnait. Et donc, j'ai fait de la recherche pendant quelques années. J'étais aussi maître de conférences. Et assez vite, 4 ou 5 ans après, avec Jacques Le Winer, donc on a eu ce désir de créer une entreprise. Alors, créer une entreprise, moi, quand j'étais en prépa, donc j'avais 18-19 ans. C'est pas vraiment ce qu'on apprend en école d'ingénieur, et sans doute encore plus à cette époque-là. À cette époque, j'y reviendrai, mais cette époque, créer une entreprise, c'était pas du tout à la mode. Mais c'était une époque qu'on a un peu oubliée, parce qu'aujourd'hui, on parle moins du chômage, où le chômage était omniprésent. Moi, je le voyais dans les campagnes, beaucoup de gens qui n'avaient pas de travail. Et donc, quand j'ai compris que j'aurais la chance de faire des études, je voulais absolument créer une entreprise pour aider les gens à avoir du travail. C'est un peu ces rêves qu'on a quand on est un peu adolescent. Après, j'ai créé des entreprises où j'ai embauché quasiment que des ingénieurs, donc ça n'a pas forcément aidé à trouver du travail à ceux qui n'en ont pas. Mais enfin, en tous les cas, c'était un peu mon point de départ. Eux, vous leur avez donné du travail. Voilà. Ouais. Et c'était un peu mon point de départ avec cette passion dans le domaine de l'électromagnétisme avec Jacques. Et donc, on a créé cette première boîte qui était Inventel. Inventel qui faisait... Alors, pour tout dire, c'est à cette époque-là qu'on s'est connu, Eric Carrel. Ouais, c'est vrai. Alors, peut-être pas au début, mais vous avez déjà un peu de bouteille. Inventel qui fabriquait des box pour les opérateurs. Ouais, alors on a fabriqué des box, mais avant ça, on a fabriqué des pagers. Alors, peut-être... Vous êtes trop jeune pour l'avoir connu, mais... Alors, non, j'ai connu les pagers, les ancêtres du smartphone. Où les médecins qui s'occupaient des accouchements recevaient des messages d'urgence parce qu'il y avait une femme à les accompagner, ou les techniciens d'ascenseur. Enfin voilà, c'était des objets très très spécifiques.
Et puis, à un moment donné, qui sont devenus très grand public. Et donc, on était à ce moment-là, la boîte a démarré comme ça. Et on n'a pas vu que les SMS arrivaient. Donc, les SMS, aujourd'hui, c'est évident. Mais il faut savoir qu'au départ, il n'y avait pas de SMS sur un téléphone mobile. Ouais, tout à fait. Mais c'était une fonction qui était là parce qu'elle avait été imaginée, notamment par des ingénieurs français de France Télécom, comme un moyen d'échanger de l'information pour maintenir le réseau, etc. Et quand le SMS est arrivé, le pager avait évidemment plus aucune utilité. Bien sûr. Et donc, l'entreprise a failli mourir. Et puis, elle est renée de ses cendres, pas de ses cendres, mais de vraies difficultés avec de la téléphonie sans fil. Et de la téléphonie sans fil, donc on s'est connecté au réseau filaire qu'on avait à la maison. Et puis, on a suivi cette évolution avec l'arrivée de la DSL. Alors maintenant, tous les jeunes voient la fibre optique, mais on a connu assez récemment encore de la DSL. Et donc, cette arrivée de l'Internet au débit dans la maison, qui fait que voilà, l'entreprise a un peu surfé là-dessus. Et on a été les premiers à sortir la Livebox, effectivement. Oui, vous avez conçu la première Livebox pour le compte d'Orange. On a conçu la première Livebox pour France Télécom à l'époque. Ouais. Notamment parce que on avait une équipe qui était assez réactive, petite équipe, on était 80 personnes, et puis qu'on a intégré assez vite l'operating system Linux à l'intérieur de la box. D'accord. Et donc du coup, on était plus agile que d'autres qui utilisaient encore d'anciens systèmes logiciels. Ok. Et alors de Inventel à WeThings, qu'est-ce que c'est le parcours ? Alors de Inventel à WeThings, donc Inventel a finalement été racheté par Thomson Technicolor parce que Orange voulait un peu être rassuré, quoi. Et donc j'ai passé 2 ans et demi chez Technicolor, qui pour moi a été une première dans ma vie. J'avais jamais travaillé dans un grand groupe comme ça. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup compris aussi sur la façon dont les relations humaines dans ces grands groupes sont complètement biaisées par des effets de cours, quand même. Alors maintenant que je vois un peu des hommes politiques, c'est très peu par rapport à ce qui se passe en politique, mais enfin déjà c'était une première. Ce qu'on appelle la politique dans les entreprises. Voilà, exactement. Et j'ai aussi rencontré plein d'opérateurs dans le monde, et notamment leur CEO. Et on les faisait rêver avec une slide, et c'est pour ça que j'ai compris que PowerPoint peut nous aider à être menteur, où on avait la box au milieu, qui était le soleil, qui irriguait en fait toute la maison, l'imprimante, le réfrigérateur, tous les appareils de la maison, et qui faisait rêver les opérateurs parce qu'ils se disaient j'amène l'internet au débit à la maison et je vais devenir le maître du monde. Et en fait, on s'est aperçu que ça marchait pas comme ça, parce qu'on a essayé de faire des systèmes de musique, de streaming à l'époque, et c'était fiasco total. Trop tôt. Trop tôt, et un truc que m'a appris Steve Jobs quand il a lancé l'iPhone, c'est que en fait, il fallait pas passer par les opérateurs. En fait, Steve Jobs, si vous vous souvenez bien, au début, l'iPhone, on pouvait pas l'acheter chez les opérateurs. Ouais. Il a compris que c'était tellement révolutionnaire qu'il fallait s'intéresser à l'utilisateur final et squeezer tout ce qu'il y avait entre deux, parce que l'entre-deux ne serait que des freins. Et après, il est venu, une fois qu'il est vu à l'attraction, il est venu et chez les opérateurs télécoms et dans les entreprises. Oui, parce qu'en France, l'iPhone est sorti chez Orange pour la première fois, en fait. Il n'était pas disponible. On vendait pas, d'ailleurs, quasiment de téléphone en dehors des opérateurs. Voilà, exactement. Au début, on allait acheter son abonnement et on prenait son téléphone chez voilà. Et donc, du coup, en comprenant ça, on s'est dit, ce qui s'est passé avec l'iPhone va se passer aussi dans tous les objets. Mais ça doit être maîtrisé par une entreprise qui va gérer toute la verticalité de l'objet, c'est-à-dire l'objet lui-même, sa connectivité, le service qu'il rend, etc. Et donc, on a, avec 2 autres qui étaient aussi chez Thomson Technicolor, on a créé donc WeThings pour faire des objets connectés. Et là, on a eu encore une chance particulière, c'est qu'on a commencé par un pèse-personne. On n'était pas du tout du domaine de la santé. On était que essentiellement des mecs qui n'avaient pas de problème de surpoids, etc. Et on a lancé ça en se disant, ça c'est un objet qui va aider les ingénieurs à mettre le pied à l'étrier, puis après on fera des trucs plus sérieux. Et donc déjà on a compris que c'était compliqué, parce que non seulement il fallait faire un pèse-personne, mais il fallait lui mettre toute la stack internet pour qu'il puisse se connecter, etc., mettre du Wi-Fi, que ça consomme pas trop, créer des applications sur iOS, puis après sur Android, créer la plateforme au milieu.
Enfin, déjà, on a pris conscience que... C'était du lourd. C'était du lourd, on était un peu inconscient, mais enfin bon, on l'a fait. Et puis quand on l'a lancé, on s'est dit, bon, ça c'est un truc pour les femmes de 25 à 45 ans, etc. Donc on a mis les petites économies qu'on avait dans l'entreprise pour faire de la publicité dans les magazines féminins, les hebdos féminins. Alors il y en a un peu moins aujourd'hui, mais il y en avait beaucoup à l'époque. Et puis là, c'était le fiasco total, parce que, grosso modo, on expliquait, vous allez avoir votre poids qui va transiter par Internet. Et ce qu'on a compris... Là, la panique. Voilà, la panique. Ce qu'on a compris, c'est que le rapport au poids chez les hommes et les femmes est déjà un peu différent. Et à l'époque, quand on disait que ça va transiter par Internet, ça faisait paniquer tout le monde. Et donc là, c'était un peu compliqué. Mais par chance, comme c'était un objet un peu techno, il y a pas mal de gens du côté de la Silicon Valley qui l'ont acheté. Et notamment Jack Dorsey, fondateur de Twitter, qui a tweeté en disant ce produit est génial. Je ne sais plus exactement quel était ses mots. Il a acheté la première balance connectée. Il a été la première balance connectée, mais il y a pas mal de gens dans la Silicon Valley qui l'ont acheté parce que à l'époque, ils achetaient un peu tout ce qui bougeait, qui permettait de se raccorder à l'iPhone, etc. Et là, on a eu des gens qui nous ont écrit en disant Eric, tu m'as changé la vie. On a fait des dizaines de millions de Livebox, il n'y a jamais quelqu'un qui nous a écrit qu'on lui avait changé la vie. Et on a compris que ce sujet de la santé, en fait, c'était un sujet sérieux qui n'était pas adressé dans notre vie quotidienne. Et ce qu'on a compris, par exemple, avec le post-personne, c'est que le fait de donner un moyen d'avoir un suivi, ce qu'on appelle aujourd'hui longitudinal, c'est-à-dire sur la durée, dans la poche, qu'on puisse regarder à un moment opportun dans notre vie, c'est bien mieux que juste de voir une mesure tous les matins en montant sur un post-personne. Et que pour des personnes, ça leur changeait la vie. Ils avaient essayé tout le régime de la Terre, perdaient du poids, c'était stable, et puis ils montaient plus haut qu'au démarrage. Et là, ça leur donnait un vrai moyen de contrôler ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'était pas forcément intuitif et c'était pas naturel pour beaucoup de gens. Moi, je me souviens très bien, j'étais à France Info à l'époque lorsqu'est sortie cette première balance et donc je couvrais toutes les nouveautés high-tech. On était venu me la présenter, j'avais parlé de ça et aussi bien autour de moi que les retours des auditeurs, c'était non mais n'importe quoi, à quoi ça sert. Enfin, c'était un peu mitigé, il y avait un peu d'interrogation et beaucoup de moqueries ou on comprenait pas quel pouvait être l'intérêt d'avoir une balance connectée en fait. Et moi, je me souviens qu'un de mes enfants, une de mes filles, m'a dit un matin, papa, jusqu'ici, je comprenais ce que tu faisais, je trouvais que ça avait un intérêt, mais là, je comprends pas, quoi. Ah ouais, c'est dur. Donc c'était assez dur. Et en fait, il faut du temps pour comprendre ce que peut apporter une évolution. Et un nouvel outil, effectivement, il peut avoir plein de côtés négatifs et il peut avoir aussi des côtés positifs. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il faut pas juger a priori quand on fait quelque chose de nouveau. Et donc finalement, ce qui doit être le moteur, c'est plus la passion que l'idée de je vais faire un truc bien. Bien sûr, on essaye de faire un truc bien, mais juger a priori que quelque chose va être bien ou pas bien, comme à chaque fois, ce qu'on fait, ce sont toujours des outils. C'est un peu présomptueux. Et donc vous saviez évidemment au départ que c'était bien, enfin que ça avait un intérêt. Nous, on avait l'impression que ça avait un intérêt. On avait l'impression que apprendre à gérer des objets, en fait, on voulait regarder deux sujets. On voulait regarder ces sujets liés un peu à la santé et puis des sujets liés à la gestion de l'énergie. Donc c'est des sujets qui a priori étaient pas mal, mais on n'avait pas la conscience de l'importance du changement qu'il y a à faire dans le domaine de la santé, conscience qu'on a aujourd'hui, dont je pourrais te reparler après. Ouais, on va en parler. Mais voilà. Ce qui veut dire que votre modèle, c'est plus c'est Steve Jobs, quoi. Pas d'études de marché, mais une vision, une vista, l'idée d'un produit et des usages qu'on pourra en faire. Effectivement, c'est-à-dire que faire une étude de marché à l'époque, c'est sûr qu'on nous aurait convaincus de pas faire ça. Mais parce oui. que la réaction dont je vous parlais tout à l'heure sur les premières personnes qui entendaient que leur poids allait transiter sur Internet, c'était effectivement conviction qu'il fallait pas faire, quoi. Alors, il y a quand même donc beaucoup de chemin qui a été parcouru. Je sais pas de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'abord des produits ou d'abord un petit mot de WeThings? L'entreprise WeThings, elle a déjà une longue vie, hein, création en 2008, c'est ça? Exactement, création en 2008. Et puis vous avez fait un truc de fou. Vous l'avez vendu, vous l'avez racheté. Alors ça, c'était pas prévu. Moi, grosso modo, j'ai vendu participé à la vente de 3 entreprises dans ma vie. Il y en a 2 où je voulais absolument pas vendre, donc Inventel et WeThings.
Mais il y a des moments, on n'est pas tout seul dans une entreprise, il y a des investisseurs, il y a des cofondateurs. Et donc, cette entreprise a été rachetée, et 2 ans après, Nokia m'a appelé en disant on va arrêter ou on va la vendre. On met un process de rachat en place. Donc, il y a eu pas mal d'entreprises qui se sont intéressées. Ils ne savaient pas quoi en faire, en fait. Ils ne savaient pas quoi en faire. Nokia a traversé une période pas facile, donc ils voulaient vraiment se recentrer sur leur métier. Et puis, l'arrêter, c'était compliqué parce qu'il y avait quand même des millions de personnes qui étaient connectées. C'est-à-dire, arrêter une entreprise d'objets connectés, ça fait forcément hurler parce qu'il y a plein de gens qui ont instantanément plus de services. Et donc, pour la notoriété de la marque, c'était difficile. Donc, il fallait absolument qu'ils trouvent un repreneur. Ouais. Et le board voulait que ça se fasse très vite. Et donc, ça a été ma chance parce que moi, comme je connaissais l'entreprise, je pouvais prendre la décision rapidement. Je n'avais pas besoin de faire des due diligence pendant des mois et des mois. D'accord. Et c'est ce qui a été ma chance. Donc, vous avez repris WeThings et aujourd'hui, ça vous occupe à plein temps. Ça m'occupe à peu près à plein temps et ça me passionne parce que, en fait, ce qu'on n'avait pas réussi à faire dans le premier WeThings, entre guillemets, c'était cette transition vers le monde plus médical. Et nos investisseurs s'impatientaient un peu du fait que ça mettait un peu trop de temps à arriver. Mais avec le temps, la chose est maintenant beaucoup plus comprise et donc on pourra en parler plus précisément. Mais cette idée que la santé sort du milieu hospitalier pour se passer à la maison et que l'explosion des maladies chroniques fait qu'il faut accompagner les personnes, maintenant elle est bien admise et c'est le boulot de WeThings. Un boulot que vous faites donc avec maintenant toute une gamme d'objets. C'est quoi celui dont vous êtes le plus fier ou celui qui vous plaît le plus ? Il y a des tensiomètres, thermomètres. Alors, il n'y en a pas tant que ça non plus. C'est pas. Non, voilà. Non, on a grosso modo aujourd'hui 4 familles d'objets qu'on est en train un peu de compléter, mais on a effectivement les pèse-personnes, les montres, les tensiomètres, le sleep analyzer, enfin l'analyseur du sommeil. Et puis il y a 2 objets qu'on est en train de sortir qui sont l'analyseur d'urine et puis un appareil qu'on appelle BIMO, qui est un multiscope qui fait à la fois thermomètre, mesure de saturation d'oxygène, ECG, et puis stéthoscope, pour permettre justement de téléconsultation à distance. Et peut-être pour répondre à votre question sur quel est l'objet dont je suis le plus fier, c'est pas celui qu'on vend le plus, c'est probablement celui qu'on appelle le sleep analyzer, qui se met sous le matelas, et qui est en fait un objet assez extraordinaire parce que il est complètement passif. Comme il est sous le matelas, on le met et il reste des années. Et il capte des données pendant un tiers de notre vie. Et ces données qu'il capte sont d'une richesse absolument incroyable quand on voit leur évolution d'un point de vue longitudinal. Typiquement, le fait de savoir, d'analyser les évolutions des heures de coucher, de lever, le nombre de fois où on se lève la nuit, la profondeur de notre sommeil, l'évolution du rythme cardiaque, l'évolution de la variabilité du rythme cardiaque, l'évolution du rythme respiratoire. Oui, il nous dit le matin si on a ronflé, si on a fait des apnées du sommeil, etc. Oui, etc. Alors plus que ça, c'est-à-dire que, par exemple, si on commence à être malade, en fait, notre rythme cardiaque va augmenter puisque notre corps va réagir avant même qu'on en soit conscient. Et donc, on peut voir une pathologie qui est en train d'arriver. Si on boit de l'alcool, on voit comment on cuve, entre guillemets, notre alcool durant la nuit. M'en parlez pas. Et effectivement, vous mentionnez l'apnée, c'est important. On a qualifié la détection de l'apnée. Et aujourd'hui, des laboratoires hospitaliers australiens ont montré qu'on était meilleur que la polysomnographie, qui est l'appareil officiel, l'appareil de référence, pour mesurer l'apnée. Pourquoi ? Parce qu'on est là plusieurs nuits. Et le fait d'être là plusieurs nuits, ça fait qu'on peut comprendre qu'il y a une évolution et que toutes les nuits ne sont pas pareilles. Quand on fait à l'hôpital un test pendant une nuit, on peut passer à côté. Et hier, j'ai rencontré des personnes qui vivent en Allemagne et une personne me racontait que elle avait un problème d'apnée, elle a vu des médecins et ces médecins lui ont expliqué que il faisait de l'apnée et qu'il fallait mettre un masque à pression positive. Et en fait, il s'est aperçu qu'il était encore plus mal avec ce masque à pression positive. Et donc, il est allé voir un peu un spécialiste, il lui a montré les résultats de notre produit avec notre sleep analyzer. Et là, il a compris qu'en fait, il avait une autre maladie qui n'était pas grave, mais qu'il fallait un peu prendre en compte. Mais ça l'a sauvé. D'accord. Et des cas comme ça, on en a des dizaines et des dizaines. Donc, ce produit complètement passif apporte aux gens quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est pour ça que j'en suis très fier. La difficulté, c'est comme il est sous le matelas,
on le voit pas. Et si vous allez dîner chez des amis, ils vont pas vous montrer votre sleep analyzer sous le matelas. Et vous allez, en général, et donc ça donne pas envie aux autres. Ça se communique pas facilement. Alors que porter une montre comme je l'ai aujourd'hui, cette montre, les gens vont voir, tiens, qu'est-ce qu'elle fait ta montre? C'est plus viral. Et donc là, c'est plus viral. Donc c'est une des difficultés, mais c'est un produit absolument extraordinaire. L'autre produit que j'aime beaucoup, c'est le pèse-personne, parce que en fait aujourd'hui, c'est un objet qui est considéré par les gens comme un pèse-personne, qui est un form factor de pèse-personne, mais qui mesure beaucoup plus, puisqu'on mesure la rigidité des artères, on mesure l'état de santé du système nerveux autonome, on fait un électrocardiogramme et donc on mesure l'eau intracellulaire, extracellulaire, qui dit beaucoup de choses sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc, par un geste simple qui est considéré par tout le monde comme facile à faire, en rentrant, en sortant de la douche, on monte dessus, voilà. Et typiquement, les gens montent dessus 3 fois par semaine. On va capter une information qui est très importante pour la santé des personnes. Alors, ça donne aussi des analyses qui sont de plus en plus longues. Moi, mon pèse-personne, maintenant, il lui faut 1 minute le matin pour me dire si je suis en forme. Avant, ça prenait 5 secondes. C'est pas un peu une limite du truc? Alors, effectivement, il faut qu'on fasse très attention à ça et il faut qu'on utilise cette minute intelligemment. C'est-à-dire comment l'attention qui est demandée pendant cette minute peut être aussi utilisée pour passer de l'information. On le voit, par exemple, sur d'autres produits comme le tensiomètre, où la tension, parmi tous les produits que l'on fait, la mesure de la tension, c'est la mesure la plus invasive, puisqu'il faut se poser, c'est un geste qui n'est pas naturel, et donc les gens ont beaucoup de mal à prendre régulièrement leur tension. Or, pour les hypertendus, c'est absolument essentiel. Donc on essaye de les motiver, et on y arrive d'ailleurs avec des SMS, avec des rappels, etc. Et ce qu'on voit, c'est que il y a un cercle vertueux, c'est-à-dire que le simple fait de prendre sa mesure de tension fait prendre conscience aux personnes hypertendues qu'il faut qu'elles fassent attention. Donc elles vont faire attention à ce qu'elles mangent, etc. Et on a des études cliniques qui montrent clairement qu'une personne qui se mesure régulièrement va améliorer sa tension, même sans prendre de médicaments. D'accord. Et donc, mais du coup, quand on demande cette attention pendant 30 secondes pour faire une mesure de tension, on est en train de travailler là aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on met sur l'afficheur, qu'est-ce qu'on essaye d'avoir comme autre information pour motiver la personne dans sa vie quotidienne. En plus, le risque, et on sent bien que vous l'avez à l'esprit, c'est de ne pas être anxiogène. C'était souvent les remarques qu'on avait au début où sont arrivés ces produits, c'était « Ah non, mais moi, je veux pas me contrôler tout le temps, sinon on va tous devenir hypochriaques. » Voilà, c'est ça. Le côté hypochriaque fait beaucoup parler. En réalité, il concerne très peu de gens. Et par contre, on parle peu des gens que ça aide ou que ça sauve. Puisque ces gens-là, en général, ne parlent pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas expliquer qu'on a eu tel problème, etc. On ne le dit pas si facilement. Mais tous les jours, nous, on a des témoignages de gens qui ont été sauvés parce que leur montre a détecté une fibrillation auriculaire ou parce qu'ils ont vu une évolution dans leur apnée, etc. Ouais, c'est formidable. Donc ça, c'est ce qui motive les équipes. Mais avec une ampleur qu'on n'imaginait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on est arrivé. Il reste encore un boulot absolument énorme à faire. Donc, fondamentalement, si vous voulez, ce qui est important, c'est que la santé, elle nous rejoint. Et pourquoi c'est important qu'elle nous rejoigne? Parce que, notamment pour les maladies chroniques, c'est des maladies au long cours qui sont là toute la vie. Et quand elles sont là toute la vie, c'est pas en voyant un médecin 3 minutes tous les 6 mois qu'on va pouvoir être accompagné. Deuxièmement, c'est des maladies qui se gèrent par le changement de comportement. C'est-à-dire comment j'adopte un style de vie qui va faire en sorte que je vais pouvoir vivre mieux avec ma maladie. Et ça, c'est assez compliqué, c'est assez long, et ça demande un accompagnement. Et comment faire cet accompagnement si il n'y a pas de la mesure qui remonte? Il y a des centaines de milliers d'applications sur les smartphones qui essayent d'accompagner les gens, à leur donner des conseils, etc. Mais là, avec la crise économique, on m'a proposé pas mal de boîtes à racheter dans ce type. On voit que les rétentions d'utilisation de ces applications, parfois, elles sont de quelques jours, une semaine. Et les gens sont fiers que les patients l'aient utilisé pendant une semaine. Ah oui. Et on sait qu'un changement de comportement... Et après, ils le mettent dans un tiroir et c'est fini? Après, ils n'utilisent plus l'application. Donc, ce qui est important, c'est, pour un changement de comportement, c'est d'être accompagné pendant 3 ans. Parce qu'on n'est pas des machines.
Et donc le changement de comportement, il s'apprend aussi par les moments où ça ne va pas. C'est-à-dire que on va pas d'un point A à un point B de façon linéaire, on y va avec des rechutes. On est des êtres psychologiques. Et c'est pendant ces rechutes qu'on apprend le plus. Mais pour être en capacité d'accompagner la personne pendant ces rechutes, il faut être là, et donc il faut avoir de la mesure. Et la force des objets WeThings, je pense que c'est un peu là où on est à peu près unique au monde, c'est qu'on a une rétention pendant des années. On a 72% de nos utilisateurs qui sont toujours là après 3 ans. Et ça, c'est à peu près unique au monde. Et ça nous permet de rejoindre la personne avec des vraies données, puisqu'on a de la mesure, et lui dire, tiens, vas-y, on t'encourage. Mais on n'est pas arrivé encore, parce que la fermeture de cette boucle de motivation, qu'est-ce que je dis à la personne aujourd'hui, ce matin, pour la motiver? Eh bien, il y a encore énormément à apprendre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une révolution en cours, qui est l'LLM. Et donc l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, donc c'est générative. Donc ces LLM vont être absolument primordiaux pour nous aider à créer du contenu qui va être analysé en fonction de l'intérêt qu'a créé ce contenu pour ce patient-là les jours précédents, en fonction des données qu'il a, et donc un contenu qui va être complètement personnalisé. Donc c'est comme ça que vous allez utiliser les IA génératives. C'est par de la production de contenu pour motiver, pour soutenir, pour accompagner, voilà. Etc. Alors on essaye déjà, on a déjà des programmes, on a déjà le programme qu'on appelle WeThings Plus qui permettent d'envoyer des insights, d'inviter à faire de l'exercice physique, d'inviter à faire des recettes qui soient meilleures, il faut préciser que tout ça, c'est c'est dans l'application. C'est dans l'application. L'application WeThings, donc qui centralise les données venant de tous les appareils qu'on peut avoir. Et du coup, c'est vrai qu'elle est très bavarde, hein, votre application. Il y a beaucoup de choses. Elle est riche. Il y a des données, il y a des conseils, etc. Comment vous allez mettre le lien là-dedans? Elle est bavarde, peut-être. Elle est bavarde d'une façon qui n'était pas encore assez personnalisée. C'est-à-dire qu'on sent que c'était très compliqué. Hein. D'ailleurs, je pense que personne au monde a craqué ça. On peut avoir des programmes, mais à chaque fois, c'est avec une logique qui est écrite de façon un peu générale. Ouais, c'est générique. Et voilà. Pour être en bonne santé, il faut pas trop manger de gras, pas trop de sucre, et puis basta. Exactement. Et donc on dit, le premier jour on va dire ça, le deuxième on va dire ça, etc. Ouais. Mais du coup, ça ne s'adapte pas et ça finit par être lassant pour les personnes. Comment on rejoint la personne dans son intimité, dans son psychologique, pour vraiment l'accompagner et l'aider, ça c'est encore à craquer. Et probablement que les LLM vont nous aider à le craquer. D'accord, c'est-à-dire que demain, l'application pourra me dire vraiment, en fonction de mes données personnelles, d'adopter tel ou tel type de comportement, de surveiller telle ou telle chose, etc. C'est vers ça que l'on veut aller. Et c'est vers ça aussi que l'on veut aller avec les données qui remontent. C'est-à-dire que sans données, on parle dans le vide. Et la grosse erreur du système médical, probablement jusqu'ici, ça a été de parler dans le vide. C'est-à-dire que si j'ai pas de la donnée régulière qui vient de la vie quotidienne, finalement, je vais donner des choses un peu génériques qui pourraient s'appliquer aussi bien à vous qu'à moi. Et probablement qu'on n'a pas besoin d'entendre la même chose ce matin en fonction de ce qui s'est passé hier, en fonction de ce qui s'est passé la semaine dernière, en fonction des maladies qu'on a eues il y a 2 mois, etc. Alors ça pose vraiment tout le sujet que vous évoquiez au début de la transformation de la médecine et de la surveillance de sa santé personnelle, où de plus en plus ça se passe et ça va se passer à la maison sur le long terme plutôt qu'à court terme dans le cabinet du médecin. Oui, alors ça c'est vraiment fondamental de l'entendre. C'est-à-dire, moi, je suis émerveillé par ce qu'a fait la médecine. Il faut commencer par dire ça, parce que après, je vais le critiquer. Donc, j'ai été opéré du cœur il y a 10 ans. J'ai passé 3 jours dans un service d'urgence à l'hôpital. C'est fantastique. Ouais. Enfin, c'est le dévouement des personnes, les instruments, enfin, tout ce que l'humanité a inventé. Moi, j'en pleurais d'émerveillement. Mais on a inventé une médecine qui est une médecine de réparation. On n'a pas inventé une médecine de prévention. Et c'est comme pour les incendies, je prends souvent ce parallèle, on fait rêver avec des échelles de pompiers, avec des systèmes pour éteindre les incendies, etc. C'est très bien, c'est absolument génial, mais le travail de fond, c'est quand même de prévenir les incendies. C'est de mettre des systèmes d'alarme, c'est d'aller défricher les forêts, etc. Pour qu'il n'y ait pas de feu. Pour qu'il n'y ait pas de feu. Et c'est pareil chez l'humain.
Et le travail de fond, maintenant, il faut le faire. En fait, dans nos pays occidentaux, on l'a pas fait. On l'a pas fait et on a même empiré ça puisque on a créé des outils qui s'appellent Netflix, qui s'appellent la livraison de pizza à domicile. Ouais. Et donc cet effet Netflix-pizza, il est absolument délétère pour la santé. Et en fait, il amplifie la déconnexion entre ce qui se passe dans notre physique et ce qui se passe dans notre intellectuel. Et alors, je peux très bien avoir un intellectuel qui a envie de regarder le prochain épisode de la série et puis me faire livrer une pizza et manger la pizza, même sans me rendre compte que je suis en train de manger la pizza. Et quand on fait ça plusieurs années, ben on a le problème de la population américaine aujourd'hui où 44% des 20-40 ans sont malades chroniques. 44% des 20-40 ans. Je le répète parce que on a l'impression que c'est les vieux parfois qui sont malades chroniques, mais 44% des 20-40 ans. Et donc, comment on réunifie la personne, comment on travaille à ce que ces maladies chroniques soient gérées, ben, il faut se recentrer complètement sur le patient et sur sa vie, ce qui se passe dans sa vie. Et cette prévention, elle ne peut pas être faite par le corps médical parce qu'il n'a pas le temps. Et donc, comment on crée une nouvelle médecine qui va prendre ça en charge ? C'est le défi qu'on a devant nous. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un peu encore de réticence par rapport à ça ? Moi, je suis étonné que, eh bien, quand je vais chez le docteur et puis que je dis « mais moi, j'ai plein d'appareils connectés, je peux vous apporter mon historique de poids, de trucs », il regarde ça d'un œil comme ça « oui, c'est bien, mais enfin, vos appareils sont beaucoup moins précis que les miens. » Et puis, ils y attachent, on a l'impression, pas beaucoup d'importance. Et pire, ils ne nous incitent pas à utiliser ces objets-là. Alors que maintenant que je les utilise, j'aurais aimé qu'on m'encourage plutôt à le faire. Alors, c'est vrai, vous avez raison. Alors, il y a un problème fondamental qui est que le corps médical est un corps qui travaille énormément, donc qui est saturé en temps, oui. Et qui, du coup, a peu de temps pour se former. C'est-à-dire, j'ai lu récemment les chiffres, je ne m'en souviens plus par cœur, mais du nombre de médecins qui ne suivent aucune formation durant leur vie professionnelle, c'est quand même assez fou, quoi. Alors que la médecine a quand même énormément évolué. Ceci dit, il y a quand même des évolutions. C'est-à-dire sur des professions, par exemple, qui sont assez spécialisées comme les cardiologues, quand on a sorti les électrocardiogrammes avec détection de fibrillation auriculaire, qui sont des fibrillations qui peuvent être dangereuses puisqu'elles peuvent conduire à des caillots qui vont créer des AVC et donc des arrêts. Beaucoup de gens nous ont critiqués. Aujourd'hui, beaucoup de cardiologues nous recommandent, et je me suis même fait engueuler par plusieurs cardiologues qui m'ont dit maintenant vous avez des montres qui sont plus chères qu'avant, moi je peux plus les acheter pour les prêter à mes patients. Et donc c'est bon signe quelque part. Donc là oui, c'était des médecins qui étaient plutôt favorables, voilà. Qui encourageaient. Mais on est proche du moment où les cardiologues vont dire finalement le holter où je mets un appareil sur ma poitrine pour enregistrer pendant 24 heures est moins utile qu'une montre qui fait une détection d'ECG. Mais il est plus précis. Enfin, l'argument, c'est de dire, oui, c'est médical, c'est plus précis, etc. Alors, il n'est pas plus précis, il n'est pas plus médical, puisqu'il a les reconnaissances médicales. Par contre, effectivement, il n'est pas entré dans le mental du corps médical. Ouais. Et donc, c'est ce travail-là qui, forcément, va prendre du temps. Et c'est ce qui, moi, me pousse à dire, il faut rapidement reconsidérer la façon dont on forme les médecins. Et ce qui se passe aujourd'hui dans les LLM, qui est quand même, entre vous et moi, la plus grande révolution qu'on a pu vivre depuis 30 ans, même après l'accès d'Internet, l'arrivée des smartphones. Donc ChatGPT et consorts. Voilà, c'est encore plus urgent, puisqu'on voit bien que la médecine doit être complètement disruptée par cette arrivée-là. Absolument. Il y avait une étude il y a 1 an ou 2, je crois, qui montrait comment des IA avaient fait de meilleurs diagnostics que des médecins pour un certain nombre de Il en sort tous les jours de ces études, et les ChatGPT et consorts. Alors c'est bien ou il faut s'inquiéter de ça ? Il faut se réjouir ou il faut s'inquiéter ? Alors, c'est comme l'arrivée de tout nouvel outil. Tout nouvel outil, on peut en faire des choses mal, on peut en faire des choses bien. L'humanité n'a pas arrêté d'améliorer les outils qu'elle invente. Et moi, j'entends souvent des gens qui me disent ces nouveaux outils, c'est terrible, machin, etc. Et des gens en général qui sont très attachés à leur bagnole, je leur dis quel est l'outil que l'humanité a inventé qui a été le plus mauvais pour l'humanité ? C'est quand même la bagnole. C'est là où il y a le plus de morts, c'est là où il y a plein de gens expropriés, etc. Et voilà. Donc, enfin, c'est génial aussi.
c'est génial aussi, mais il faut apprendre à l'utiliser. Et on voit bien que là, il y avait une urgence climatique à changer la façon dont on utilise la voiture. Donc, tout outil peut être bien utilisé ou mal. La difficulté que l'on a, c'est de l'accélération du temps, qui fait que ces outils arrivent de plus en plus vite, et que du coup, le temps d'apprentissage au niveau de l'humanité, et pas uniquement les 10% les plus connectés ou les plus addicts à la technologie, pour que l'ensemble des personnes apprennent à utiliser ces outils. Et on le voit bien avec l'arrivée des smartphones. Aujourd'hui, chez les jeunes, je sais pas, vous avez probablement des enfants, et c'est pas simple à gérer. Non, c'est pas simple. Vous pensez que demain, parce que c'est vrai que si on dit bientôt, on passera peut-être plus de temps à décrire sa maladie, un chatbot, par écrit ou par oral d'ailleurs, qu'à parler à un médecin, on interagira plus avec une IA qu'avec un médecin. La première réaction risque d'être assez négative, mais d'après vous, si on corrèle ça au fait qu'il y a de moins en moins de médecins, ils n'ont pas beaucoup de temps, etc., finalement, on se dit, ce serait peut-être pas mal. Non seulement ça serait peut-être pas mal, mais c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'il y a notamment beaucoup de maladies rares qui sont beaucoup mieux diagnostiquées en dialoguant avec un chat GPT ou un LLM qu'avec un médecin, parce que en fait, il y a deux difficultés avec un médecin. Un humain ne peut pas prendre en compte plus de 5 paramètres. C'est Laurent Alexandre qui raconte ça, et qui est médecin lui-même. Je pense qu'il a tout à fait raison. Au-delà de ça, notre cerveau en oublie un. On n'arrive pas à réfléchir avec plus de paramètres en même temps. Et deuxièmement, il faut du temps pour que la personne donne tous les indices qui peuvent aider à diagnostiquer. Et en fait, c'est l'une des forces de ChatGPT, par exemple, c'est d'être assez empathique. Et donc, ce qui fait que le dialogue avec un utilisateur va être assez long et va permettre de poser des questions et du coup d'enrichir les éléments qui vont permettre de poser un diagnostic. Et quand ce sont des maladies très rares, qui ne sont pas faciles à diagnostiquer, parce qu'il n'y a pas un truc qui devient vert ou un truc qui devient rouge à un moment donné, il faut prendre en compte des petits paramètres qui ne sont pas forcément évidents à voir au départ pour faire ce diagnostic. Et là, on voit que ces LLM sont absolument extraordinaires. Donc, je pense que pour le diagnostic, il n'y a pas photo. Maintenant, ça sera beaucoup ça. La question qui reste derrière, moi, c'est une question un peu philosophique et je n'ai pas la réponse. C'est le côté humain. C'est-à-dire, moi, ce qui m'interroge, c'est par exemple qu'au Japon, des femmes seules sont aujourd'hui appelées par des LLM. Elles ont une conversation de 5 minutes avec cette personne, qui est une conversation très à propos. La boulangerie qui est au coin de chez vous sera fermée aujourd'hui, il va pleuvoir, ne sortez pas à cette heure-là, etc. Cette personne qui n'est pas une personne. Qui n'est pas une personne. Et du coup, ça pose question. Ouais. J'ai parlé à quelqu'un, j'ai l'impression d'avoir échangé, mais en fait, j'ai échangé avec personne. Donc, je pense que on a à reconsidérer la place de l'humain dans cette histoire de la médecine. Et Eric Topol, qui est un grand médecin américain, écrit beaucoup de bouquins là-dessus, parce que les médecins s'inquiétaient de l'arrivée du numérique. C'était même avant les LLM, ça. Et il écrivait, mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir retrouver les racines de votre métier, qui est le contact humain. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on explique aux médecins aujourd'hui, voilà, vous avez une chance absolument extraordinaire, mais par contre, formez-vous à ce contact humain. Ce côté psychologique qui ne peut pas être géré totalement par la machine, ça va être le cœur de votre métier demain. Ça va être beaucoup moins le diagnostic. Bien sûr, il faut que vous ayez des formations générales, etc. Mais travailler ce côté-là, ça va être le cœur de votre métier et c'est la partie la plus belle de votre métier. Éric Carrel, encore un mot, au-delà de la santé, sur la technologie d'une manière générale, est-ce que vous n'avez pas l'impression que malgré ces perspectives réjouissantes, on est un peu quand même, on est dans une phase où aujourd'hui la tech fait beaucoup moins rêver, le technosolutionnisme n'a plus la cote, parce qu'avant on parlait beaucoup au futur et des futurs réjouissants, des lendemains qui chantent, et puis aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont devenue réalité avec beaucoup de choses négatives, la voiture qui a plein de défauts, voilà, Internet, les réseaux sociaux, l'abus d'écran, etc. Est-ce que
c'est juste un petit problème collatéral, ou bien ça peut faire mal quand même à la perception qu'on risque d'avoir tous de la technologie, et peut-être même les plus jeunes ou... Oui, moi je pense que, et les élections récentes nous l'ont montré. Il y a une fracture, et cette fracture, elle peut s'amplifier de façon un peu dramatique s'il n'y a pas un énorme travail de fait pour ressouder, réexpliquer, faire comprendre, partager la technologie. Je rencontrais Gilles Babinet récemment, qui est en train de lancer une initiative sur Café IA pour justement se faire rencontrer les personnes. Du Conseil national du numérique, qu'on a reçu plusieurs fois dans le monde numérique. Et donc, je pense que ces initiatives comme ça qui peuvent ressouder, il faut bien que nous, dans la technologie, on se rappelle qu'on fait des outils qui sont au service, et pour qu'ils soient au service, il faut aussi expliquer ce service, c'est-à-dire qu'il y a du travail. Et par contre, je pense qu'il faut faire attention parce que on pourrait basculer de l'autre côté, c'est-à-dire on a cette technologie, machin, etc. Et on l'a vu dans le traitement de la crise climatique. Il y a un certain nombre de gens qui sont des ayatollahs de il faut plus rien, il faut plus d'outils, il faut machin. L'intelligence artificielle, c'est une connerie parce que ça consomme beaucoup d'énergie, etc. Tout ça est complètement faux, ne repose sur rien. Et la technologie va être un élément essentiel de la résolution de la crise climatique. Et donc, mais aussi, il faut que chacun y soit associé. Donc, on a les deux. Les deux doivent aller de pair. Il faut accepter ce risque et accepter ces effets pervers, sans tout jeter à la poubelle, quoi. Il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Et donc, du coup, il faut probablement travailler beaucoup plus que ce que l'on fait sur expliquer, rencontrer, partager. Et je pense que ce que vous faites en fait partie. C'est-à-dire que comment... on explique l'IA, comment on explique l'intérêt des objets connectés, comment on explique cette transformation de la médecine. Parce qu'on parle de crise climatique, mais en fait, c'est une crise, de la planète. Et sur la planète, il y a les humains. Donc, il y a à la fois la crise de la santé humaine et la crise de la santé de la planète. On a les deux crises en même temps. Et donc ça, on a absolument besoin des outils. Mais il faut réconcilier tout le monde avec ces outils. Et ça passe par ce que vous faites, par des blogs. Ça passe aussi par des rencontres. Moi, j'ai vécu, en allant en vacances dans les Pyrénées, des rencontres comme ça qui étaient organisées par des philosophes, où on parlait de sujets techniques. Et en fait, on voit qu'à partir du moment où il y a des rencontres, que les gens se parlent, finalement, les gens bougent. Je me souviens d'une conférence sur l'énergie nucléaire, où au début, les gens étaient très opposés, etc. Et puis, une fois qu'ils ont entendu quelqu'un qui leur expliquait les avantages, pourquoi, les dangers, machin, etc., ils ressortaient complètement apaisés, et ils comprenaient. Et finalement, leur avis est fait complètement changer. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait avancer, vous ? Qu'est-ce qui vous tient debout et qui vous aide à avoir un cap dans ce monde technologisé ? Alors, moi, il y a quelque chose qui était fondamental dans ma vie, c'est la lecture de Teilhard de Chardin. Donc, Teilhard de Chardin, c'est un paléontologue jésuite qui a beaucoup écrit pour expliquer que voilà, il y a une espèce de force d'évolution dans l'histoire de la Terre qui a conduit de la première cellule aux animaux, aux êtres humains, et que cette évolution, elle se poursuit. Et la prochaine évolution, c'est pas le fait qu'on va avoir un cerveau plus gros ou 3 mains, etc. C'est le fait que l'unité va s'unifier. Et on voit bien que l'humanité va s'unifier. On voit bien que l'humanité s'unifie, c'est-à-dire que la mondialisation, quelque part, c'est le fait qu'on est de plus en plus dépendants les uns des autres. Alors, on peut avoir des mouvements de repli sur soi en disant « m'emmerde tous, là, etc. C'est compliqué, ça serait plus simple s'il n'y avait pas d'étrangers, si on n'achetait pas en Chine, etc. » Mais en fait, non, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que l'humanité, elle n'a pas d'autre choix que d'apprendre à vivre d'une façon unifiée et d'une façon la plus harmonieuse, en reconnaissant chacun ses différences. Et ça, Teilhard le dit de façon admirable. Il le disait d'ailleurs avant l'arrivée d'Internet. Donc il avait compris que quelque part, quelque chose allait arriver là. Et moi, c'est ça qui me fait me lever le matin, c'est de dire que finalement, on doit tous travailler au fait qu'on apprenne à vivre ensemble
et que de là, quelque chose va naître de nouveau. Mais moi, dans mon quotidien, après, ça passe par mon boulot dans mon entreprise, qui est plus spécifiquement sur le domaine de la santé, mais avec cette perspective devant qui, pour moi, est absolument essentielle. Mais il y a des jours où moi, je suis démoralisé quand même. C'est-à-dire que je veux pas faire référence à des événements récents, mais je pense qu'on a un travail absolument gigantesque à faire pour réunifier nos sociétés. Merci beaucoup, Éric Carrel. Merci, Jérôme. Président et cofondateur de la société WeThings spécialisée dans les objets connectés. Merci d'avoir été l'invité de Monde Numérique.